Hello, 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 mes chers amis. J'espère que vous allez tous et tous très bien. Pour moi, nickel, impeccable, bien. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo en soft spoken. Ça faisait un petit moment que j'en ai pas fait, donc je me suis dit, allez, je vais le faire sans être trop près du micro parce que j'ai pas envie de vous casser les oreilles. Et donc du coup, on va continuer mon histoire de ma vie de gamer numéro 6 avec toujours ce fameux bouquin rétro spécial années 90 parce que ça on reste dans les mêmes périodes jusqu'à 1995 à 1999. Vous vous rappelez que je vous avais déjà fait une présentation à plusieurs reprises dans plusieurs de mes vidéos de ce magazine spécial gamer rétro hors série. Et je vais vous parler de après vous avoir parlé de mes jeux PC de mon enfance, après vous avoir parlé des jeux de mes premiers jeux sur la toute première console qui était la Nintendo NES. Après vous avoir parlé de tout ça, maintenant je vais passer et vous parler de la Nintendo 64, ma deuxième console de mon enfance, tout simplement. Jusqu'à la Nintendo 64, je l'ai eu de mon enfance, j'avais dans les 10 ans. 10, oui, dans mes 10 ans. Et cette console, je l'avais jusqu'à mes 14-15 ans, je dirais. Voilà. Je l'ai gardé 4-5 ans. 4-5 bonnes années, cette console. Et il y a des jeux auxquels j'ai joué, que j'avais, qui en parlent dans ce magazine, comme le légendaire, évidemment, on ne le présente même plus, le premier grand jeu d'aventure en 3D, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Alors, ce n'était pas mon premier jeu, Nintendo 64. Mon tout premier jeu Nintendo 64, c'était tout simplement Super Mario 64. L'incontournable Super Mario 64. Je sais pas s'ils en parlent dans le magazine. En tout cas, dans le magazine, ils en parlent. Enfin, dans le jeu Zelda, ils en parlent. Voilà. Super Mario 64, la plateforme débridée, comme ils appellent. Enfin, le tout premier jeu, premier grand jeu de plateforme en 3D. Pareil, une légende, ça a révolutionné le jeu vidéo. Mais Super Mario a super bien transitionné, a fait sa transition de la 2D à la 3D à la perfection. Parce que là, on passe vraiment dans un tout autre niveau, dans un tout autre univers. Alors, je vais pas... Parce qu'il y a tout un article, alors il y a plusieurs pages. Voilà. Super Mario. Alors il y a beaucoup de choses à lire, donc je vais pas pouvoir tout vous lire. Peut-être dans une prochaine vidéo, qui sait. Prochaine vidéo spéciale jeux vidéo. Parce que là, il faut que je vous présente aussi en gros tous les jeux que j'ai eu quand j'ai eu la Nintendo 64, quand j'étais gamin.
Alors là, il y a Super Mario 64 que j'avais, qui était un de mes jeux vidéo favoris de la console, avec évidemment Zelda Ocarina of Time. Et évidemment, il y avait GoldenEye 007. Je sais pas s'ils en parlent aussi dans ce magazine-là. Mais en règle générale, ils en parlent. Les gros jeux, ils en parlent généralement après. C'est dans ce magazine-là que que j'ai lu l'article sur les guignols de l'info sur PC. Hein. Voilà, là ils en reparlent, là, par exemple, en 1996, le meilleur du jeu vidéo, Super Mario 64, la 3D à la sauce Nintendo. Voilà. Donc la Nintendo 64 est sortie en 1996, soit 2 ans après la première PlayStation, qui a tout raflé à cette époque. Et Nintendo était pas en retard technologiquement, mais ils étaient en retard sur la sortie de. Ils ont mis beaucoup de temps à sortir la Nintendo 64 parce qu'ils ont passé des années de développement pour développer cette console à 64 bits sur une puissance de 64 bits, donc techniquement parlant plus puissante que la toute première PlayStation en matière de 3D et tout ça. Alors, donc là je vous ai montré, donc j'avais Zelda. Je sais pas s'il y avait d'autres jeux, j'ai vu qu'il y avait d'autres jeux. Alors ça, c'est pareil, c'était un excellent jeu de plateforme, un des meilleurs après Super Mario 64. Alors les jeux qui étaient incontournables sur la Nintendo 64, c'était les jeux de Rareware, qui était associé à Nintendo pendant des années. Et avant d'être acheté par Microsoft, bien avant d'être acheté par Microsoft, voilà, c'est Banjo et Kazooie. Excellent jeu de plateforme. Voilà. Banjo et Kazooie. Tout simplement. Et que d'ailleurs on me l'avait prêté. Je l'avais pas en jeu vidéo, je l'avais pas personnellement. Mais j'avais tout simplement, on me l'avait tout simplement prêté à cette époque de ce excellent jeu de plateforme en 3D, fait par signé Rareware. Et les personnages étaient vraiment très très bien, étaient vraiment très très charismatiques, très drôles. Donc voilà, Banjo et Kazooie que j'ai adoré. Voilà. Et j'avais d'autres jeux par la suite. Évidemment, j'avais, excusez-moi, hop, c'était pour m'indiquer top 10 des jeux de 1997. Donc là, on avait en 10e position Age of Empires, je sais pas comment le dire, Empires, Grand Theft Auto, Lila Wars. Alors Lila Wars, c'est Star Fox. Lila Wars, c'est Star Fox en 3D. Et ça, je l'avais comme jeu aussi, que j'ai trouvé ça fun à jouer. C'était pas mon jeu préféré, mais c'était vraiment très cool à jouer, vraiment très cool, très fun à jouer, en jouant des vaisseaux, en jouant, voilà, de shoot 'em up, c'est du shoot 'em up. C'est un jeu de shoot 'em up en 3D, à la sauce Star Wars, Starwing. Je vais vous le lire. Starwing avait frappé fort en 1993 sur Super Nintendo. Sa suite directe, Lila
Wars ou Star Fox 64 Outre-Atlantique. Frappe tout aussi fort en 1997, Fox Falco et toute la bande du premier opus reprennent du service pour aller une nouvelle fois affronter Andros sur la planète Venom. La tâche s'avère redondante par rapport aux premiers épisodes, mais Lila Wars semble bien inspiré que son aîné. Bien plus inspiré que son aîné. La modélisation 3D est aux petits oignons, tout comme le reste des graphismes. Chaque cinématique de début et de fin de mission vaut le coup, et certaines plus que d'autres. Les vrais joueurs se rappelleront de la scène du vaisseau mère sur Katina, largement inspirée par le film Independence Day. Au-delà des considérations esthétiques, Nintendo a réussi à transcender les traditionnels shoot 'em up en apportant de nouvelles façons de jouer. L'apparition du tank et du sous-marin. Ah oui, c'est vrai, il y avait des phases de tank et de sous-marin, appelés respectivement Landmaster et Blue Marine, soyons précis, et peut-être la meilleure idée de ce deuxième opus. On peut pester sur le fait qu'il ne soit pas accessible à tous les niveaux, mais l'innovation est là, faisant de Lila Wars un des hits de l'année 1997 sur Nintendo 64 bien sûr. Donc on pouvait faire des loopings et hautes cascades aériennes sont faisables. C'est à la fois impressionnant et très utile au combat. La Star Fox Team au grand complet, Fox et ses compères ont gagné en charisme à chaque nouveau volet. Voilà. Donc Star Fox Adventure, enfin Star Fox, non pas Star Fox Adventure, ça ce sera après, mais Star Fox 64 ou dit Lila Wars pour Outre-Atlantique, bref. Et après, en 7ème position, dans le top de 1997, il y avait évidemment GoldenEye. Évidemment, GoldenEye, un de mes jeux favoris un des jeux qui m'a le plus marqué de la Nintendo 64 pour évidemment ces jeux, le multijoueur emblématique, le tout premier grand multijoueur à 4, on pouvait jouer jusqu'à 4 à se tirer dessus, à se fendre la gueule en jouant à GoldenEye, voire parfois même rager entre potes en jouant du mêlée général à GoldenEye. Et sinon si on veut parler du solo, le solo il était très très bien. On avait un excellent solo et c'était un des premiers jeux 3D sur console en FPS en 3D. D'ailleurs, je vais peut-être vous lire l'article qui est marqué sur la page. En 7ème position, donc GoldenEye 007. Si vous n'avez pas incarné James Bond en 1997, vous êtes passé à côté d'un des meilleurs FPS de la génération 64 bits. Et n'ayons pas peur des hyperboles, l'un des meilleurs FPS de tous les temps, rien que ça. Rarement une adaptation cinématographique aura aussi bien marché dans le petit monde des jeux vidéo. L'inénarrable GoldenEye 007 est un FPS d'anthologie qui s'est écoulé à pas moins de 8 millions d'exemplaires en exclusivité sur Nintendo 64. Ce succès, tonitruant, la firme japonaise le doit à Rare et à sa prise de risque. Le titre estampillé
James Bond devait à la base être un jeu de plateforme, mais c'est sous l'impulsion du studio britannique que le jeu prit sa forme définitive. GoldenEye 007 est loué par toute la presse pour ses qualités graphiques impressionnantes pour l'époque, c'est vrai. C'est pour ça, ça m'a marqué aussi. Le réalisme que tous mettent en avant s'accompagne aussi d'éloges sur les phases d'infiltration du jeu. Le film d'espionnage oblige. De nombreuses scènes du titre vous incitent à vous glisser discrètement dans le dos de l'ennemi. Et ces passages sont probablement les plus réussis de GoldenEye 007. Aujourd'hui, cela peut faire sourire tant l'intelligence artificielle a mal vieilli. Mais en 1997, se glisser dans le costard d'un agent du MI6 était sensationnel. Fort du succès de son premier FPS, Rare développe Perfect Dark, une suite spirituelle de James Bond, tout aussi aboutie que GoldenEye 007. Voilà. Et pour moi, GoldenEye 007 avait le meilleur mode multijoueur de la console Nintendo 64. Après, parce qu'il y avait évidemment un autre jeu, un très gros jeu emblématique de la Nintendo 64, c'était en multijoueur, pareil, c'est Mario Kart 64, évidemment. Mario Kart 64, comment ne pas l'oublier. Voilà, c'est ça. Comment ne pas l'oublier, Mario Kart 64, un classique de la console, tout simplement. Voilà, un des meilleurs jeux. Et en plus, dans le top, il est top 5 de l'année 1997, pardon. Et suite directe, et voilà, je vais vous le lire aussi, pareil. Suite directe du jeu de course le plus fun qui soit. Mario Kart 64 marche dans les pas de son aîné. Qu'importe si le jeu n'est pas follement original, Big N maîtrise sa recette et ce second épisode devient instantanément un hit en 1997. C'est probablement l'un des titres les moins révolutionnaires de cette liste, mais avec peu moins de 10 millions de jeux distribués à travers le monde, tu m'étonnes. Il est le second titre le plus vendu de la Nintendo 64, juste après Super Mario 64, et c'est 11 millions de ventes. Le succès impressionnant du jeu s'explique en grande partie par la popularité du premier épisode sorti sur Super Nintendo en 1992. La claque du premier opus est telle que la réputation de la licence n'est plus à faire en 1997. Mais Mario Kart 64 s'impose naturellement comme le jeu de course familial le plus prenant et le plus fun parmi ses concurrents. D'ailleurs, très peu de développeurs ont tenté de marcher sur ces plates-bandes et ces quelques téméraires qui sont allés jusqu'au bout se sont cassés les dents. Nintendo 64 oblige le jeu à livrer dans une vraie 3D qui fait honneur à la console. L'équipe artistique est probablement celle qui a fourni le plus gros travail sur Mario Kart 64. Grâce à elle, chaque circuit est une identité forte et différente du niveau précédent. Nintendo ne nous avait pas habitués à cela sur le premier opus. Les mêmes thèmes étaient en effet utilisés à plusieurs reprises, ce qui donnait un côté répétitif désagréable. Voilà. Après, si on veut continuer dans les succès, dans le top 10, nous avions dans le top 4 Oddworld. Nous avons
à cette période-là Oddworld, l'Odyssée d'Ab. Alors ça c'est un jeu mythique de la première PlayStation que je n'ai jamais joué, que je n'ai jamais essayé. Parce que, à vrai dire, je n'ai jamais eu la première PlayStation. J'ai joué quelques jeux sur la PS1, mais pas grand chose quoi. On a en troisième position, nous avions Grand Theft Auto. Non, pas là, c'est pas Grand Theft Auto, c'est Gran Turismo. Voilà, le jeu de simulation de voiture par excellence de Sony. Et en deuxième position, Final Fantasy 7, Final Fantasy 7 sur PlayStation, évidemment, un grand classique du JRPG, bien sûr. Et enfin, en number one, évidemment, sans surprise, c'est Super Mario 64, qui aussi avait un article, mais que je vous lirai peut-être un jour quand s'il faut, parce que là, c'est du lourd. L'histoire l'a montré. Allez, je vais vous le lire comme ça pour le plaisir. Super Mario 64, l'histoire l'a montré, il est impossible de détourner Mario. Ah là là, le lancement de Super Mario 64 l'illustre parfaitement. À moins de faire une allergie aux moustaches, vous n'avez aucune raison de ne pas jouer ou rejouer à ce titre culte. C'est bien lui le titre incontournable de l'année 1997, bien que sorti en 1996 au Japon, il débarque sur le vieux continent en 1997, en même temps que la nouvelle console de Big N, la Nintendo 64. Comme bon nombre de jeux de ce top 10, Super Mario 64 est une vraie bombe, parce qu'il représente un tournant majeur de l'histoire du jeu vidéo. Pour le plombier moustachu, c'est une véritable transformation à tout point de vue grâce à l'utilisation de la 3D. Le charme du jeu du plateforme d'antan et son univers enchanteur y sont conservés. Malgré quelques angles de caméra à la ramasse, très communs jusqu'à la génération de consoles suivantes, Super Mario 64 réussit sa reconversion avec brio, notamment grâce à un level design de toute beauté, véritable aventure du héros, le plus célèbre de Nintendo. Si le jeu est toujours fragmenté en niveau, Super Mario 64 met en avant tout l'accent sur la recherche des fameuses 120 étoiles, une liberté totale est ainsi donnée aux joueurs pour qu'ils puissent explorer les différents mondes et son hub central gigantesque. Grâce à ce titre, Mario a su se réinventer un exercice dans lequel il excelle toujours depuis 1983. Pour le plombier moustachu, c'est une véritable transformation à tout point de vue grâce à l'utilisation de la 3D. Voilà. Tout simplement. Après, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la Nintendo 64, je l'ai eu 4 ans après sa sortie. Et oui, mes parents ont mis longtemps à me l'offrir. Parce que en attendant, quand j'avais pas la Nintendo 64, alors qu'il était sorti depuis 1997 dans l'Hexagone, j'allais soit chez mon voisin qui l'avait. J'avais chez mon ancien voisin que je squattais souvent chez lui pour jouer à la console justement avec lui, mais on ne jouait pas qu'à la console. Heureusement, on sortait, on jouait du basket, machin. Enfin bref, c'était toute mon enfance aussi, et c'était lui qui avait pratiquement toutes les nouvelles consoles qui est sorties. Il les avait toutes en fait. Et moi j'avais pas toutes puisque mes parents n'avaient pas le même budget que ses parents, donc à cette époque. Donc j'ai attendu Noël si je suis précis dans mes souvenirs,
C'est au Noël 2000, de l'année 2000, que j'ai eu ma Nintendo 64. Voilà. Voilà, je l'ai eu 4 ans après la sortie de la console. Mais c'est une console que j'ai bien saignée, encore plus que la Nintendo NES et le PC et les jeux PC. Parce que les jeux PC et la Nintendo NES, j'étais vraiment en phase de découverte, d'apprentissage et tout ça. Et là, enfin, quand je découvre la Nintendo 64 avec la 3D et tout ça, enfin, sur PC, quand je jouais sur PC, il y avait déjà de la 3D, mais pas aussi poussé sur une console, quoi, de salon. Et j'ai gardé quelques prospectus, quelques affiches de pub qui représentent la Nintendo 64 et ses différents jeux. Voilà. Alors, et parmi ces jeux-là, je crois qu'il y avait un jeu que j'avais aussi, que je vous en avais pas parlé encore. Faut dire qu'à la Nintendo 64, j'avais pas énormément de jeux, mais j'en avais, j'avais les classiques au moins, les classiques sont là, hein, Super Mario 64, Mario Kart, GoldenEye, Banjo-Kazooie, je vous en ai parlé, on me l'avait prêté à l'époque, Lila Wars, je l'avais. Ah oui, et puis il y avait aussi la publicité pour la Game Boy. C'est vrai que je vous en avais pas parlé de la Game Boy encore, parce que j'avais aussi une Game Boy. J'avais la toute première Game Boy, puis la Game Boy Color, etc. Faudrait que je vous en reparle de la Game Boy d'ailleurs, dans une prochaine vidéo de ma vie de gamer, de façon chronologique, rétrospective, quoi, de façon rétrospective. Et là aussi, c'est une affiche de la Nintendo 64. Pareil. Voilà. Classique. Après, tous les jeux m'ont pas marqué l'esprit, hein. Il y a eu plein de jeux que j'ai sûrement oubliés, mais qui m'ont moins marqué, mais ah si, je m'en rappelle de ce jeu-là. C'est un jeu de ski surf, c'est ça? Je sais plus comment ça s'appelle. De ski surf, quelque chose comme ça. Ou de jet ski, je sais pas. Mais on n'avait pas trop, moi et mon voisin, on n'avait pas trop aimé, on a trouvé ça nul. Ah oui, puis vous savez qu'à une période, on pouvait, comme Vidéo Future, on pouvait louer des jeux avant. À une période, on pouvait louer un jeu vidéo. Donc c'était l'époque aussi où on pouvait louer des jeux vidéo, ça c'était cool ça. Alors si je jette après mes souvenirs, ah oui, un autre jeu qui m'avait beaucoup marqué sur la Nintendo 64, c'est Rayman 2. Alors comme j'adore les Rayman et que Rayman me manque, voilà, que comme Ubisoft fait plus de Rayman pour l'instant, ben ça me manque, tu vois, les personnages comme Rayman, ça me manque beaucoup. Et j'avais Rayman 2 qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup aimé. Donc deuxième ou troisième jeu de plateforme 3D préféré après Mario évidemment. Enfin c'est toujours. Il y avait beaucoup de jeux de plateforme en 3D sur la Nintendo 64. J'avais l'excellent Donkey Kong 64. J'avais Donkey Kong 64. J'avais dit quoi? Rayman 2. J'avais aussi Super Smash Bros. Le tout premier Super Smash Bros. Qui est sorti sur la Nintendo 64. Ça c'était excellent, c'était super fun à jouer. Par contre je jouais plus en solo qu'en multijoueur, parce qu'en multijoueur j'ai moins aimé. Enfin si, je me suis éclaté avec les copains,
avec les copains, les copines, mais j'ai moins apprécié, le multijoueur. Enfin, je trouvais moins fun, que à jouer que Mario Kart à cette époque-là, Mario Kart 64 et GoldenEye 007, c'était pour moi les deux jeux phares du multijoueur hein, de l'époque. Hein, voilà. Euh, et comme c'était voilà, mais j'étais vraiment non, mais par contre j'ai beaucoup aimé jouer en solo sur les Super Smash Bros tout ça. Et encore, de toute façon, le tout premier Smash Bros c'était pas le meilleur. Le meilleur, ça va être ce qui va venir par la suite, quoi. Voilà, tout simplement. Les meilleurs Super Smash Bros, ça va arriver dans les prochaines futures consoles de Nintendo, tout simplement. Mais il était pas mal quand même, il était bien, il était drôle, il était fun, on pouvait jouer Mario qui se battait contre Pikachu, enfin c'était drôle. Ah oui, en parlant de Pokémon d'ailleurs, j'ai eu Pokémon Stadium aussi. J'ai eu Pokémon Stadium qui était un jeu, qui n'était pas un vrai jeu de Pokémon, enfin un vrai jeu d'aventure comme les Pokémon sur la Game Boy, mais c'était un jeu d'arène en fait. On jouait avec des Pokémon dans des arènes et c'était que des phases en arène avec pas pareil un mode multijoueur sympathique mais sans plus. Mais ça, c'est pareil, c'est un jeu qui m'a quand même pas mal marqué. Et j'avais aussi un jeu de foot qui était. Et j'avais aussi, quand j'ai reçu la console, j'ai eu un jeu de foot aussi. J'ai eu un jeu de foot. Alors ça s'appelait Soccer machin international. C'est un jeu de Konami. C'était avant les PES, c'était avant que Konami crée PES, tout ça. Et il me semble que c'était Soccer International, je sais plus le nom. C'était les ISS, je crois. Bref, j'avais un jeu de foot, mais sans intérêt parce que moi j'étais pas un fan de jeux de foot, mais c'était compris dans la console, donc c'est pour ça. Voilà. Et je crois que j'ai tout dit, hein. Je pense que j'ai tout dit. Les jeux que j'avais quand j'étais gamin. Sur ma Nintendo 64. Je crois que j'ai rien oublié. Alors ça fait déjà pas mal en fait. En gros, ça fait déjà pas mal de bons jeux, de très bons jeux, des incontournables et tout. Voilà. J'avais pas le Zelda The Majora's Mask. Je l'avais pas par contre. Parce que je sais pas pourquoi, parce que je sais pas, j'étais moins tenté par la suite de Zelda, enfin par cet épisode de Zelda là. Mais bon, voilà, je trouvais spécial, spécial. Il y avait après le reste qui m'a marqué, c'était des jeux qu'on m'avait prêté et qu'il fallait rendre et tout, donc c'était voilà. Et avant de nous quitter, je crois que j'ai à peu près tout dit, hein, tous les jeux qui m'ont marqué de la Nintendo 64 et à peu près tous les jeux que j'avais quand j'avais la Nintendo 64. Après, si j'ai des oublis, c'est pas grave, j'en rajouterai dans ma liste pour mes prochaines vidéos. Si jamais j'ai oublié 2-3 jeux qui m'ont échappé de ma tête. Je vais vous laisser avec ces petits moments déclencheurs. Avec une cartouche Nintendo 64 que j'ai eu en vide-grenier. Hein, n'est-ce pas? Oh, peut-être pas en vide-grenier, dans un magasin d'occasion. Que j'ai eu en occasion, tout simplement. Voilà, donc une cartouche Nintendo 64 ressemblait à peu près comme ceci. Voilà. Et là j'ai acheté la Jet Force Gemini, un jeu que je n'ai jamais pu jouer auparavant. Mais
c'est juste par nostalgie et voilà. Faire des petits sons déclencheurs avec une cartouche N64. Alors oui, on peut dire que la N64 était beaucoup plus puissante qu'une PlayStation, mais un des gros inconvénients de la N64, c'est le fait que Nintendo a décidé de garder ses jeux sous support cartouche. Pourquoi il a voulu garder le support cartouche au lieu d'évoluer dans le support CD comme la PlayStation et la Sega Saturn. Je vous rappelle que la Sega Saturn, c'est la console suivante, enfin, c'est la succès, c'est le successeur de la Mega Drive, qui est sorti après la Mega Drive. Le problème de la Sega Saturn, c'est Sega s'est complètement planté en fait, tout simplement planté. C'est que Sega s'est complètement planté dans sa stratégie marketing, si je peux dire, et stratégie pour revendre sa console Sega Saturn. Et puis il avait deux processeurs qui n'allaient pas du tout pour le développement d'un jeu vidéo. Enfin bref, il y avait plein de couacs techniques sur cette console là, ce qui fait que la Sega Saturn a échoué. Ce qui fait que la Sega Saturn a échoué dans sa stratégie de séduire, d'être vraiment une console géniale. Alors, il y a quelques pépites, mais j'ai pas essayé un seul jeu de Sega Saturn, donc je ne peux pas savoir plus que ça. Du coup, c'est Sony qui a raflé le tout avec sa PlayStation, qui est sortie en 95, et la N64, la N64 en 96, enfin, et dans l'Hexagone 97, oui. Donc c'est pour ça que la PlayStation, et en plus la PlayStation était bon marché, le support CD était moins cher à développer pour les développeurs de jeux, pour les éditeurs tiers, était plus facile pour les éditeurs tiers de développer leurs jeux dans un support CD que dans un support cartouche. Mais comme vous connaissez la politique de Nintendo, il est obtus, il est strict, enfin voilà, il repose un peu trop sur ses lauriers, quoi. Enfin, et du coup, le choix de Nintendo est resté sur le port cartouche qui était pour lui un gage de qualité et de solidité et de protection en matière de jeu, quoi. Voilà. Mais pour le coup, le gros inconvénient d'une cartouche de jeu, c'était que c'était plus cher à développer. C'est pour ça que malheureusement, beaucoup d'éditeurs tiers ont tourné le dos à Nintendo parce que Nintendo refusait de faire de sa console une console avec un port CD, quoi, enfin qui serait compatible avec parce que à l'époque le futur pour eux c'était pour les éditeurs, les développeurs de jeux vidéo, pour eux le futur c'était le port CD, tout simplement le CD laser, quoi. Et le fait que Nintendo est resté obsédé par ses cartouches, et en fait la Nintendo 64 faisait un peu, certes était plus puissante que la PlayStation, mais faisait pas le figure face à la PlayStation qui était plutôt moderne, bon marché, et que la Nintendo 64
était déjà un peu plus cher et que les jeux étaient un peu plus chers du coup à cause d'un développement de jeux sur cartouche. C'était compliqué de Nintendo pour rattraper son retard, rattraper les ventes de la PlayStation qui avait déjà tout raflé en même pas un an ou deux, qui a déjà mis à terre Sega avec sa Sega Saturn, enfin bref. Mais n'empêche, Nintendo a su quand même, grâce à Nintendo 64, vendre plus de 30 millions de consoles et contre 100 millions pour la PlayStation, tout simplement. Ce qui est en fait un succès ou un échec en demi-teinte pour Nintendo, parce que ça l'a pas empêché de continuer à vivre en fait des jeux vidéo tout, donc c'était quand même une époque très, la guerre des consoles à cette époque, c'était quelque chose quoi. C'était quand même c'était comme si comme si on faisait partie d'un parti politique tout simplement, ou d'une religion. C'est comme si c'était une religion, voilà. Enfin bref, c'était la guerre des consoles, c'était ça en fait. Qui va faire plus de ventes, qui va avoir les meilleurs jeux en matière de critique et de vente. Enfin bref, c'était plein de petites querelles dans la concurrence brutale du jeu vidéo. Voilà. Mais chacun avait ses qualités, chacun avait ses défauts. Et c'est vrai que la Nintendo 64, ont beaucoup innové, révolutionné le jeu en matière de 3D, en matière de gameplay, tout ça. Mais l'inconvénient aussi de la Nintendo 64, c'était pas que les supports cartouches, c'est aussi les supports, c'était aussi la manette. Je sais pas si vous vous rappelez de la grosse manette de la Nintendo 64. Il y avait 2-3, mais au lieu d'avoir 2 manches, au lieu que ce soit une manette à 2 manches, c'était une manette à 3 manches. D'ailleurs, je vais vous le montrer parce que j'ai pas un exemplaire, mais vous voyez un peu de quoi je vous parle. Voilà, regardez la manette. Voilà comment c'était la manette. C'était un mastodonte la manette. C'était une manette presque aussi grosse que la toute première manette de la première Xbox. Je sais pas si vous vous rappelez de la très grosse manette de la toute première Xbox qui était aussi gros comme ça. Et la manette de la N64 c'était pareil. Et il y avait 3 manches en fait. Mais la plupart du temps, on utilisait le manche qu'avait le joystick. D'ailleurs, c'était Nintendo qui avait lancé le première manette à joystick analogique. D'ailleurs. Et voilà. Donc c'est vrai que ça a causé beaucoup. Cette manette-là avait causé beaucoup. Il y avait un petit souci ergonomique sur cette manette-là. Mais après, Nintendo par la suite il s'est amélioré, il a rectifié le tir et il a fait une bien meilleure manette par la suite, dont je vous parlerai la prochaine fois dans la prochaine vidéo de ma vie de gamer tout simplement. Et puis vous vous doutez de quelle console je parle après la Nintendo 64. Mais voilà. Non, mais voilà, je pense que chaque constructeur de jeux innovait à sa façon. Sony, de son côté, proposait une console bon marché avec énormément de jeux à râler pâquerette. Parce que PlayStation, c'était genre 1000 jeux, plus de 1000 jeux qui est sorti sur cette console-là.
Et sur la Nintendo 64, il y en avait 3 fois moins de jeux qui est sorti sur cette console-là, puisque les éditeurs tiers, ils ont, comme là beaucoup d'éditeurs tiers, ont tourné le dos à Nintendo pour que la plupart de leurs jeux qu'ils développent, ils sortent sur PlayStation. Et le fait du succès de la PlayStation, forcément, pratiquement tout le monde se ruait vers sortir ces jeux sur PlayStation. C'était plus facile pour eux de sortir un jeu. Ils avaient plus de chances d'avoir du succès en sortant un jeu sur PlayStation que sur la Nintendo 64. Voilà, ça. Donc la Nintendo 64, il comptait beaucoup sur ces jeux, les jeux Rareware et les jeux purement Nintendo avec ses licences connues, Mario, Zelda, Donkey Kong, voilà, il y avait plein d'autres jeux pour chez Rareware, voilà. C'était des jeux innovants, c'était des jeux originaux. En fait, c'était des jeux qui nous ont vraiment marqué. Et c'était très lucratif, quoi. Enfin, c'était ludique, lucratif, c'était fun à jouer. Et je pense que Nintendo a voulu aussi pousser le côté un peu plus, le côté familial. Mais la PlayStation aussi avait un petit côté familial parce qu'il y avait pratiquement tous les genres de jeux étaient sortis sur cette console. Et il y avait des mascottes aussi qui voulaient concurrencer Mario pour tailler les moustaches de Mario, pour tout simplement avoir. En fait, chaque console avait leur propre mascotte, quoi. Et ça, c'était une bonne période aussi parce que il y avait plus de créativité, il y avait plus de prise de risque. Maintenant, les éditeurs, ça coûte tellement cher à développer un jeu vidéo que les développeurs ne prennent de moins en moins de risques et du coup, celles et ceux qui prennent plus de risques actuellement dans l'industrie du jeu vidéo, c'est les entreprises indépendantes qui font du double A ou du jeu indé, des petits jeux sympas avec une réalisation moindre mais avec une innovation, un gameplay innovant, fun, agréable, tout ça. Bref, voilà la période où il y avait la PlayStation, la Nintendo 64 et un peu la Sega Saturn, même si la Sega Saturn, j'en ai connu aucun qui avait cette console-là. Et c'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé essayer quelques jeux Saturn, voir comment c'était, parce que je sais que la Sega Saturn, malgré son échec, a eu des perles, des jeux, des vrais. Ça restait, il y avait des jeux quand même qui étaient des perles vidéoludiques, quoi. Voilà. Mais bon. Ouais, voilà, quoi. Mais c'était une très bonne console quand même, la Nintendo 64, parce qu'il y avait quand même des. Voilà, c'était des chefs-d'œuvre, il y avait quand même des gros chefs-d'œuvre qui. Même s'il y avait 3 fois moins de jeux, ou 3 fois moins de jeux sur Nintendo 64 que la PlayStation, au moins la Nintendo 64 a le mérite d'avoir sorti des chefs-d'œuvre vidéoludiques grâce à Nintendo et à Rareware, quoi, tout simplement, qui nous ont pondu des bombes, quoi. Des bombes qui faisaient vraiment concurrence avec d'autres grands jeux qui est sortis sur PlayStation, comme les Final Fantasy, les Metal Gear,
les Crash Bandicoot, enfin voilà, c'était la concurrence, la concurrence était rude à cette période-là et mais c'était passionnant, c'était tellement, mais c'était vraiment la passion jeu vidéo quoi. Pour le coup, hormis voilà, au-delà des chiffres, tout le monde a été plus ou moins marqué par de près ou de loin, par la PlayStation, même la Nintendo 64, plein de parce qu'il y a parce que comme je vous ai montré, plein de jeux emblématiques, plein de jeux grandioses qui étaient la révolution, déjà la 3D, déjà l'apparition de la 3D, et qui est avec des jeux qui ont échoué dans leur transition de la 2D à la 3D. Voilà. Et que ça a été un fiasco pour beaucoup de licences de jeux qui ont disparu par la suite à cause de leur transition de la 2D à la 3D médiocre. Enfin voilà, ils ont raté leur transition de la 2D à la 3D. Donc c'est bon. Il n'y a que Mario. En fait, en gros, rares sont ceux qui ont réussi, comme Mario qui a impeccablement réussi sa transition vers la 3D, quoi. Et si ce n'était que lui, franchement, bah, il y a Zelda, enfin, tous les classiques, quoi. Ah non, mais Ah oui, puis ça par contre c'était énorme. Il y avait plusieurs. Par contre, alors certes la manette était grosse, mais par contre on avait le droit à, j'avais pas remarqué, mais on avait le droit à plusieurs couleurs de manettes. Ça c'était cool, ça aussi, ça. On avait les différentes couleurs. Bon ben voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette grosse vidéo, ma vie de gamer spéciale Nintendo 64, ma période de joueur de Nintendo pour la Nintendo 64 vous aura plu. Alors là je vous demanderai vraiment de lâcher des likes, des commentaires pour le référencement, pour l'algorithme, tout ça. Abonnez-vous si vous venez de découvrir ma chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Vous êtes le bienvenu. Sur ce, portez-vous bien. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite bonne nuit, bonne journée et à bientôt. Et la paix sur vous. Merci. Ciao, ciao.